Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes chez Nadine. Nadine? L'UMTS, on ne l'attendait pas avant 2005. Pourtant, il est déjà parmi nous. Nous avons soulevé une question douloureuse. Mais que deviennent les robots industriels à la retraite? Nous avons visité pour vous matériel.be, un site qui parle de matériel informatique. Colin McRae Rallye 04 débarque sur vos PC. Nous verrons ce que sont les SPIM avec Dominique. Et nous visiterons le fabuleux monde de Plex avec Sylvie. A tout de suite après le générique. Cédric, bonjour. Bonjour. Un cybercafé qui commence sans Raphaël. J'ai même piqué son T'as gilet. piqué son gilet. Et je l'ai enfermé quelques minutes. Et un cybercafé qui commence sans Raphaël parce que nous avons un sujet très chaud. C'est une exclusivité. Une exclusivité de cybercafé, on peut le dire, puisque nous allons effectuer dans cette émission la première connexion en UMTS, donc en 3G. Cette carte collectionne, j'allais dire, les premières, puisque c'est effectivement le premier produit qui permet d'utiliser la 3e génération de téléphonie mobile. Alors nous sommes ici dans les bâtiments de chez Nadine, en fait plus précisément chez Tani, le nouvel espace qu'ils ont ouvert en dessous, donc au rez-de-chaussée, un espace dédié aux arts de la scène. Et nous recevons Jean-Luc Van Kerkhove, donc porte-parole de Proximus, Bonjour. pour nous annoncer le lancement du premier produit. On peut parler du premier produit de la 3e génération, dite la 3G, sur le marché belge. Tout à fait. Alors le produit c'est ceci, c'est une carte PCMCIA. On va ouvrir. Voilà, d'ailleurs Jean-Luc, est-ce que je peux avoir votre carte s'il vous plaît? Parce qu'on ne demande plus la carte de visite aux gens maintenant, on leur demande leur carte. Voilà, ça ressemble à ceci. Hein. Voilà. Et une carte SIM. Exactement, il y a une carte SIM dedans. C'est la même que dans le téléphone? C'est la même que dans le téléphone, exactement. D'ailleurs, tu peux prendre la carte de ton téléphone et la mettre dedans, ou tu peux l'acheter avec une autre carte SIM. En fait, c'est un téléphone réduit. C'est un téléphone réduit. Avec ceci, c'est l'antenne. Bon, il y a même de quoi brancher un petit casque ici, une antenne externe. C'est un téléphone réduit. Et d'ailleurs, regarde Cédric, je l'ai inséré dans un ordinateur portable. C'est d'ailleurs à ça que ça sert. Je l'ai mis ici sur le côté de l'ordinateur portable. Il est entré dans le slot PCMCIA. Et d'ailleurs, je te laisse l'honneur, mon cher Cédric, de faire la première connexion. Donc tu dois cliquer ici sur le bouton Connect. Voilà. Il établit la connexion. Voilà. Hop, on est déjà connecté. Donc tu vois, ça va assez vite, et une fois qu'on est connecté, eh bien, on peut, exactement si on était connecté par le port Ethernet de l'ordinateur, ou avec une connexion Wi-Fi, ou avec du GPRS, hein, on peut faire exactement la même chose. Donc tout ce qu'on veut sur le web, on peut aller carrément sur le web. Voilà. On pourrait même, avec la bande passante de l'UMTS, qui est de 384 kilobits seconde, si je ne me trompe, on pourrait même aller voir le JT de la RTBF en streaming. Donc la 3G, l'UMTS, c'est vraiment une bande passante 10 fois supérieure au GPRS. Alors pour ça, on a besoin de la Vodafone Mobile Connect. Pourquoi ça s'appelle Vodafone Mobile Connect et pas Proximus Mobile Connect? Alors en fait, cette carte collectionne, j'allais dire, les premières, puisque c'est effectivement le premier produit qui permet d'utiliser la 3e génération de téléphonie mobile. C'est aussi le premier produit que Proximus met sur le marché belge, né de la collaboration renforcée avec l'un de ses actionnaires, Vodafone en l'occurrence. C'est disponible où? À part le centre de Bruxelles, le centre des grandes villes pour l'instant, l'UMTS c'est disponible où en Belgique? Alors pour l'instant c'est disponible dans 6 grandes villes. Progressivement ce sera élargi à l'ensemble, en tout cas des grandes villes, et de plus en plus de villes seront couvertes. L'intérêt également c'est que ça fonctionne d'une manière totalement automatisée, sans vraiment besoin de se poser la question de savoir sur quel réseau on est avec le réseau GPRS. Donc on passe de l'un à l'autre d'une manière totalement transparente pour le client qui n'a pas à se poser la question de savoir quelle connexion ai-je démarré maintenant. Il y a juste une différence de vitesse. Il y a juste une différence de vitesse, Est-ce qu'il y a une différence de tarif? Non, pas du tout. En fait, donc on a un certain nombre de bundles pour le trafic data qu'on garde exactement de la même manière dans l'offre GPRS ou UMTS. Simplement, on en a ajouté un qui répond un petit peu plus à la vitesse qu'on va et au nombre de mégabytes qu'on va downloader évidemment avec l'UMTS. C'est un bundle spécial de 100 mégabytes pour 50 euros. Donc pour 50 euros, j'ai 100 mégabytes. Oui. Que je peux consommer à la vitesse de 384 kilobits seconde. Tout à fait. Voilà. Il faut bien comprendre que ça paraît cher,
C'est quand même relativement cher, mais c'est destiné quand même pour le moment à un public professionnel. Effectivement, la première offre s'adresse plutôt à des clients professionnels ou alors vraiment des gens qui peuvent plus se passer de l'Internet, y compris en plein milieu de rue. Voilà, Brice, c'est pour toi. Et donc, effectivement, c'est plutôt des clients professionnels, d'où une offre qui est, je dirais, relativement chère, si on veut, par rapport aux clients résidentiels qui a l'habitude Justement, d'avoir il un téléphone. bénéficier quand le client résidentiel de service UMTS? Ce sera en 2005, mais ça va commencer par quoi concrètement? Alors, le plus marquant, je dirais, des services 3G pour le grand public, ce sera la vidéotéléphonie. Et là, effectivement, ce sera plutôt la première moitié de 2005. Alors, cette carte, elle coûte combien? 371 € hors TVA. C'est un petit budget aussi. Alors, dernière chose, je vois ici qu'il y a un logiciel à installer sur son ordinateur portable, logiciel qui d'ailleurs permet de voir la consommation qu'on a faite, également d'envoyer et de recevoir des SMS, ce qui est assez pratique avec le clavier, ça va plus vite qu'avec un téléphone. Mais ce logiciel fonctionne pour le moment que sous Windows. Est-ce qu'il y aura un jour une version Mac? Alors effectivement, c'est dans le roadmap de la carte au niveau du groupe Vodafone d'élargir à d'autres systèmes d'opérateurs. Alors, toutes les infos sont déjà sur le site de Proximus, proximus.be. On peut aller par proximus.be, puis vous prenez la partie professionnelle et indépendant. Voilà, là je suis connecté, c'est incroyable, hein, sans fil, Internet, c'est quand même génial. Et donc on va chercher ceci à partir du 13 mai, 13 mai. Dans un certain nombre dans des points de vente Proximus qui sont plutôt dédiés aux clients professionnels et dans les canaux de vente, je dirais, plus business que nous avons à disposition pour nos clients. Merci Jean-Luc. Je vous en prie. Brice, enfin on se retrouve. Enfin on se retrouve, Cédric, tu as laissé la place pour parler de jeux vidéo avec Gilles. Donc on incarne toujours Dirk qui tient plus de Dirk Freemuth que de Schwarzy, hein. Il y a toujours un côté un peu déglingué comme ça. Oui, avec un souvenir à mon avis qui va vous plaire parce que c'est toute mon enfance. Voilà. C'était dans les années 90, Dragon Slayer. Attends, les jeux vidéo existaient quand Ils existaient, ils étaient sur vidéodisque. Oui. Donc c'était dans des consoles de jeux, je me rappelle à mon club de squash, il y avait une console de jeu avec une qualité graphique jamais vue. Je jouais pas beaucoup au squash, je dois le dire. Par contre, Dragon Slayer, je connaissais par cœur. C'est un jeu très con, hein. Il fallait juste répéter les mouvements. Ouais. Ce qui était génial. Mais graphiquement, c'était incroyable. L'utilisation du laserdisc était incroyable parce que justement ça permettait de faire des graphismes largement en avance sur ce qui se faisait. Et là, le jeu en question était justement en plus graphiquement exemplaire parce qu'il était fait par Don Bluth, le gars qui était chez Walt Disney. Oui, un dissident de chez Disney qui a fait par la suite Anastasia, Fievel. Il en a fait plein. Encore un mec qui a loupé ses cours de squash, quoi. Ouais. Mais la particularité du jeu à l'époque, en plus d'être en avance, c'est qu'en fait, c'était un petit peu l'ancêtre de la cinématique. Ça veut dire qu'on avait des séquences absolument super, mais là, ce qui fascinait tout le monde, c'est que le jeu était basé sur des séquences qu'il fallait... On passait d'une séquence vidéo à l'autre selon qu'on était correct ou incorrect et on mourrait. J'ai pas joué, moi. On n'a pas joué à ça. Mais c'est normal, t'avais quel âge en 90? J'étais pas né. En 90, j'étais très jeune. pas né. T'étais très jeune. Ouais. Tu savais pas attraper le joystick, quoi. Tu pouvais à peine mettre la pièce. Donc Dragon Slayer, c'est toujours le même scénario, on incarne Dirk. C'est toujours le même c'est gameplay. Dirk, c'est un chevalier un peu particulier qui tient plus... Il y a eu 3 épisodes, hein, donc il y a eu 3 épisodes avant, il y a eu pas mal de versions, enfin il y en a eu plein de versions sur toutes les plateformes. Après, voilà, exactement. Donc on incarne toujours Dirk qui tient plus de Dirk Freemuth que de Schwarzy, hein. Il y a toujours un côté un peu déglingué comme ça, mais c'est ça aussi le côté particulier et heureux de la série, c'est que c'est vraiment... C'est cartoon, quoi. C'est décalé, c'est cartoon. Et justement, l'ambiance est toujours restée la même. Ça veut dire que Dirk doit successivement, de tableau en tableau, échapper à toute une série de pièges qui lui tombent sur le coin de la gueule, vraiment dans un délire total. Donc, amusant en plus, il y a un côté fun. C'était vraiment quelque chose de particulier. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'ils ont reconstitué en 3D, avec la technique du cel shading, vraiment le dessin, presque la patte de Don Bluth, qui à l'époque dessinait chaque frame. Donc il y a vraiment un travail de perspective dans les décors, de texture, pour donner vraiment le même souvenir qu'on en a. Hein. Donc voilà, quand on a su, il y a quelques années, qu'ils allaient essayer justement de porter ce gameplay complètement atypique, qui n'a jamais vraiment trouvé d'écho, c'est vraiment resté quelque chose de particulier, ce trip de séquence, parce que c'était novateur pour l'époque, c'était aussi extrêmement exigeant, puisqu'il fallait vraiment trouver le moment, on allait donner le coup de joystick ou donner la direction pour arriver à passer au tableau suivant. Est-ce que ce gameplay est encore amusant aujourd'hui? Ici, ils ont essayé d'en faire autre chose, puisqu'ils ont fait un jeu en 3D, qui est plus ou moins une sorte de jeu d'action plateforme comme d'habitude, comme on trouve. Donc exit le côté séquence, il y a quand même toujours ce qu'on retrouve, le côté piège, le côté énervant et agaçant de la série quand même, qui faisait le bonheur ou le malheur de pas mal
pas mal de joueurs. Mais ici, on a un peu perdu de l'originalité. Et même si l'ambiance est là, même si tout ce qu'on a aimé dans la série, le fait vraiment de transposer radicalement le gameplay en fait quand même un jeu un peu en retard sur son époque et un peu moyen. Tout ça, c'est le côté nostalgique. Mais alors, les gens qui n'ont pas connu le jeu, est-ce qu'ils vont trouver ces déceptions? Est-ce qu'ils vont trouver que c'est un bon jeu? Bah, c'est un peu... Moi, je suis assez mitigé là-dessus, puisque justement, ce qui plaît, c'était le rappel à l'enfance, ce qu'on avait connu, enfin le trip de gamer passionné. C'est un peu ta Madeleine de Proust. Et ici, le fait de proposer un jeu finalement d'action plateforme, comme il en existe plein, même si le trait graphique est particulier, mais le fait que ce jeu a été reporté, il est sorti d'abord en version PC cet été et a déjà subi la critique assez violente en disant que le jeu était un peu en retard sur son temps. Donc tout ça, à mon avis, pour les joueurs actuels, c'est un peu limite. Ouais. C'est un peu limite. Ça plaira peut-être aux plus jeunes, même si c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas envie d'avoir un jeu exigeant et bien foutu, parce qu'il y en a des tas pour l'instant des bons. Donc c'est vraiment mitigé. Il y a quand même pas mal de bonnes choses, mais par exemple le côté, il y a des défauts qui sont presque des qualités. Je veux dire, le côté, tous les décors sont coupés à la hache. On voit vraiment les perspectives sont bizarres. C'est le rappel du jeu C'est précédent. énervant. Il y a un peu tous les ingrédients des premières versions, mais ça marche plus tellement à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a plus de séquences. Un jeu qui a mal vieilli. Ouais, voilà, en un mot. Voilà, c'est un peu comme Brice finalement, ce jeu. Un jeu qui a mal vieilli, mais qui reste très intéressant quand même. Oui. Brice, toi qui aimes les robots, est-ce que Je préfère comme les femmes, je tiens à le dire. moi aussi. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'on en fait une fois qu'ils ont fini leur vie industrielle? Laisse-moi deviner, ils vont dans le cimetière des robots? Un truc comme ça, mais Non, ils deviennent des artistes. des artistes. Et il y a une exposition au PASS et notre envoyé spécial, Laurent Steen, est allé voir ça. Et on regarde ça tout de suite. Bienvenue au PASS, le parc d'aventure scientifique situé à Frameries près de Mons. Jusqu'au 25 avril, c'est le festival Robotics au PASS. Et les couloirs de l'ancien charbonnage sont égayés par la présence de joyeux robots. Comme ce robot portraitiste qui accueille le visiteur à l'entrée, il suffit de prendre la pause quelques secondes et ce robot industriel dessine votre visage en une dizaine de minutes. Souvenez-vous, nous vous l'avions déjà montré l'année dernière, mais cette fois en tant que DJ au ZKM. Les 2 derniers week-ends, le PASS accueillait également une ménagerie un peu particulière, la ménagerie technologique du roboticien Bertrand Manuel. Il s'agit de robots industriels transformés en phénomène de foire par les étudiants en robotique de l'IUT de Cachan, au sud de Paris. Au départ, c'est même une expérience pédagogique, c'est-à-dire que les robots servaient d'outils pédagogiques pour nos étudiants. Et donc on leur faisait faire des machines. Alors, on trouvait plus drôle de leur faire des machines, de les faire jouer avec les machines. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, on va les faire sortir et on va les présenter au grand public. Parce qu'on pense qu'il y a une mauvaise image de la technique, du monde scientifique, une mauvaise image qu'ont les jeunes. Ils pensent que c'est difficile, que c'est contraignant, alors qu'on peut faire des choses très drôles. Et qu'en général, même en faisant des choses très sérieuses, on s'amuse. Et Bertrand Manuel n'hésite pas à mouiller sa chemise dans des numéros de cirque comme ce lancer de fléchettes par un robot anciennement assembleur et monteur de serrures automobiles. Tous les robots qu'on a ici sous le chapiteau sont des robots industriels qui ont eu une vie avant. C'est-à-dire on leur offre finalement une retraite. Ils ont tous eu une activité industrielle, entre guillemets sérieuse, et après, au lieu de les mettre à la poubelle, on les a remis en forme et ils jouent actuellement. L'un joue au baby-foot, l'autre sert des cocktails, l'autre amuse les enfants sur un cheval. Donc c'est une manière de leur donner une deuxième vie et de montrer des robots très sérieux au public. Ainsi, ce sympathique cheval, qui n'hésite pas à vous faire expérimenter l'art du rodéo, montait dans son autre vie des portières de voitures sur une chaîne de montage. Quant à ce barman taciturne, il était pharmacien puisqu'il préparait auparavant des cocktails de médicaments. Bref, ici les robots ne se prennent pas au sérieux, on est loin des projections de science-fiction mises en avant par les ingénieurs japonais. Notre vocation surtout c'est un peu de démystifier, c'est-à-dire c'est de montrer que la robotique, c'est un outil avant tout et c'est pas une prise de pouvoir sur l'homme, c'est un outil qu'on doit s'approprier, qu'on dompter comme un animal d'une ménagerie. Et la ménagerie, d'ailleurs, on est très attaché à cette ménagerie parce que
On est sous un chapiteau et le cirque a souvent été un vecteur de science et de technique. C'est-à-dire qu'on a sous le chapiteau un peu une histoire où les gens se déplaçaient pour aller voir les nouvelles prouesses de l'électricité, de la photo, du cinéma. Donc on a à chaque fois des innovations sous les chapiteaux. Envie de jouer au baby-foot contre un robot industriel? C'est possible, car comme tout bon cirque, la ménagerie de Bertrand Manuel se déplace. N'hésitez pas à vérifier son itinéraire sur le site du Cirque 360. C'est vraiment guider le visiteur dans des choix. On reste dans le hardware et on va se diriger vers un site qui parle de matos. Et le site s'appelle carrément matériel.be. On reçoit son webmaster animateur, fondateur, créateur, Stéphane Charpentier, qui donc a lancé ce site matériel.be il y a déjà quelques temps. Il y a presque 2 ans. Presque 2 ans. Alors un site qui regorge d'articles. Comment faites-vous pour pondre tous ces textes, pour tester, obtenir tous ces matériels et les tester, les comparer? C'est un travail de fou. C'est un travail assez conséquent. En fait, c'est mon loisir principal. J'y passe toutes mes soirées et mes week-ends. Donc ça c'est bien, c'est ton travail, c'est ton loisir en même temps. Ça c'est beau. Voilà. Mais je n'en vis pas, j'ai une vie professionnelle à côté. Donc c'est vraiment en dehors des heures du bureau. Est-ce que tu as une petite amie? Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ah oui, et tu arrives à concilier les 3, quoi. Oui, j'y arrive, difficilement. Parce que quand on lit sur le site le nombre d'articles, les tests de processeurs, par exemple, 24 processeurs comparés sur ce site, on imagine le temps que vous avez dû passer rien que pour les monter, les tester. Ça doit consommer toute ta vie, en fait. Beaucoup, oui. Disons que le week-end, j'essaye de le faire le moins possible, surtout les soirées, en fait, après le travail, où je fais ça. Et donc, j'ai plusieurs configurations, plusieurs bancs de tests sur lesquels je teste le matériel. Voilà. Parce qu'il faut bien préciser que vous testez que du matériel pour PC. Donc, vous testez aussi bien les cartes graphiques, les cartes mères, les boîtiers... les systèmes de refroidissement, les ventilateurs. J'ai vu tout ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus demandé pour le moment? Quelles sont les pages les plus consultées sur Les pages les plus consultées, c'est souvent les gros comparatifs de processeurs. Ça intéresse tout le monde quand on veut faire. Voilà. Les cartes graphiques, très populaires également. Là, il n'y a plus tellement d'évolution dans le monde des cartes graphiques. Mais justement, ce mois-ci, en fait, il y a 2 grosses annonces des 2 principaux fabricants qui arrivent avec leurs nouveaux modèles haut de gamme. Donc là, ça va commencer à bouger. C'est vrai que ça a été très calme très longtemps. Et donc, on s'attend à une effervescence à ce niveau-là. Alors là, c'est un site tout à fait belge. Tu n'obtiens pas de matériel qui vient de magazines ou de sites partenaires français? Si, en fait, l'audience, vu que c'est un site francophone, est majoritairement française, en fait. Ah oui. Donc, il y a à peu près... Malgré l'extension .be, il y a beaucoup de... Tout à fait. En fait, les visites, c'est 70% en provenance de France. Donc c'est assez énorme et j'ai beaucoup de partenaires en France. Et vous êtes combien à bosser sur ce site? Je vais dire que 95% du travail est effectué par moi-même et alors j'ai quelqu'un qui fait la programmation du site parce que tout ça est programmé évidemment. Mais c'est pas mis en page à la main avec un éditeur HTML. C'est une interface PHP en fait qui a été mise au point. C'est ce qui veut dire une interface PHP. C'est un langage de programmation. C'est un peu comme le site de Cybercafé qui est aussi programmé en PHP et qui permet de faire des sites dynamiques où les données sont dans une base de données. Tu ne cliques pas les pages une par une. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors en plus, j'ai aussi pas mal de passionnés bénévoles parce que le moteur, je veux dire, de matériel.be, c'est la passion. Tous les gens qui interviennent de temps à autre, soit pour rédiger des actualités, puisque tous les jours nous publions des actualités sur ce qui se passe dans le monde informatique, et également des gens qui testent du matériel. Je leur fais envoyer du matériel et le testent. Est-ce que tu as déjà eu des constructeurs qui t'ont attaqué parce que tu présentais le matériel défavorablement? Est-ce que tu as un poids? C'est-à-dire, est-ce qu'on te considère, quand tu donnes un avis, ça a une importance? Parce que tu as une grande audience sur l'Internet aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'ai une belle audience. Ce qui arrive, des critiques à un fabricant qui a râlé parce que j'ai fait une mauvaise critique sur le produit, ça j'ai pas eu. Ce que j'ai eu par contre, c'est des demandes de conseils. Voilà, tu dis que notre produit est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'il t'envoie du matériel à tester? Oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'on peut acheter du matériel via ton site? Non, en fait, on ne peut pas en acheter, je ne vends rien. La seule chose que j'ai, c'est un comparateur de prix qui permet simplement de... Un peu comme quel coût? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est basé sur un moteur externe. Il y a un côté test-achat du matériel informatique. Tout à fait. En fait, c'est vraiment guider le visiteur dans des choix. C'est pour ça que je préfère souvent faire des comparatifs où je compare les produits entre eux. Comme ça, à la fin, ils peuvent choisir en fonction de leurs critères. En tout cas, bravo, parce qu'on sent que tu fais ça par passion. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de business model derrière. Non, pas vraiment. Et vraiment, c'est un don que tu fais de ton temps pour la communauté des gens passionnés d'informatique. Merci Stéphane. Mais de rien. Pour en savoir plus, matériel.be. 4, 3, 2, 1, go! Un jeu que je conseille à tous les fans de jeux de voiture en général, de rallye, de simulation. Est-ce qu'il y a Encore du beau matos avec un jeu qui va m'intéresser.
Et oui, un jeu de rallye, Raphaël. Oui, monsieur. Tu vas pouvoir utiliser des voitures et te foutre dans le décor, te mettre plein de bouillasse, de la neige. T'as une bonne bourre. Voilà. Avec Colin McRae's Rally 04, donc le 4e opus d'une série qui existe déjà depuis quelques années et qui personnellement me rappelle vraiment mes meilleurs souvenirs de gamer, quoi, avec les copains en train vraiment de se battre sur une spéciale de Grande-Bretagne où il y avait vraiment une spéciale particulière où on se battait à coups de dixièmes de seconde et on croyait avoir donné le meilleur de soi-même, et quand le copain reprenait le volant, il faisait encore quelques secondes de mieux. Bref, pour moi c'est vraiment une série qui m'a beaucoup marqué en tant que joueur. Et aujourd'hui, le 4e opus arrive. Après justement un 3e opus qui avait été un petit peu décevant, tant sur PC que sur console, voici maintenant la version numéro 04 qui arrive sur PC et aussi PC, là. sur console, donc sur Xbox, PlayStation 2 aussi je pense. C'est une bonne évolution? Oui, surtout au niveau du moteur physique. Parce que c'est un peu ce qu'on reprochait à la version 3, c'est qu'elle était un petit peu trop arcade, un peu trop facile, ça dénaturait un petit peu ce qu'avait fait vraiment le charme des 2 premiers opus. Ici vraiment ils font une sorte de retour aux sources. On sent bien le goudron qui bien arrache, amélioré, notamment par exemple au niveau des revêtements du sol, par exemple quand tu passes de la terre au tarmac. Tu sens le frottement, tu sens vraiment une différente adhérence. Donc le moteur physique c'est super joli. Hein. c'est très beau. La qualité visuelle est belle et puis je trouve que c'est impressionnant le rétroviseur, enfin quand tu vois l'ensemble du pare-brise, tu vois le haut et le bas du pare-brise qui bougent avec les rebonds de la route. Et donc on peut même ça bouge, quoi, ça bouge, tu te sens vraiment comme dans la voiture. Tu peux jouer à faire Paul Fréquin, tu peux commenter toi-même. Tu peux commenter toi-même parce qu'après tu as un replay où tu peux donc revisualiser la course que tu as Quand Raphaël joue, il passe plus de temps sur les commentaires qu'à jouer. Donc en fait il y a tout le championnat du monde que tu peux courir. Là, il y a 2 roues motrices. Il y a 8 pays. Il y a 8 pays, c'est ça. Donc je ne vais pas les citer tous, mais il y a l'Angleterre, l'Australie, le Japon qui est nouveau cette année, qui est très beau, qui a une jolie ambiance, de belles couleurs. Est-ce que tu peux incarner différents pilotes ou alors tu ne joues qu'avec Colin McRae? Tu peux incarner différents pilotes, mais enfin bon, tu mets ton nom et tu peux mettre finalement le nom que tien. tu veux. Oui, donc tu peux Le pilote, de toute façon, on ne le voit pas. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, donc, te dire je suis, machin. C'est-à-dire qu'avant, tu étais obligé de piloter Colin McRae dans le numéro 3, justement, mais justement, maintenant, tu peux piloter la voiture que tu veux, tu n'es plus obligé de rouler avec celle de Colin McRae. Est-ce que c'est les vraies voitures C'est les vraies voitures je dirais du bien. championnat. Et Donc il y a les 2 roues motrices, les 4 roues motrices. Il y a les anciennes groupes B, celles les fameuses qui avaient été interdites à l'époque avec la 206 Turbo 16 et tout, 205 Turbo 16 et tout ça. Les gros Audi Quattro qui sont de retour. Donc c'est vraiment des gros bolides qu'il faut débloquer en gagnant les différents championnats. 52 spéciales, 8 environnements différents. Jeu en réseau. Jeu en réseau, malheureusement. Par internet Oui, par internet aussi, mais c'est un petit bémol quand même parce que ici le jeu en réseau, il y a un léger problème entre guillemets. Non, c'est que ce qu'il y a, c'est que tu te bats contre des ghosts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collision dans le jeu en réseau. Ah oui, d'accord. L'autre voiture, ils ne détectent pas les collisions. Ça manque un petit peu d'intérêt. Tu ne peux pas leur rentrer dedans. Tu peux pas leur rentrer dedans, pousser dans le décor. C'est un petit peu dommage. C'est un tout petit peu dommage, mais à part ça, le seul autre reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'il n'y a que 3 vues disponibles, donc une vue capot intérieur et extérieur. Ils auraient peut-être pu mettre un petit peu plus différentes vues. Enfin, c'est vraiment chicané pour dire de chicaner, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur opus de toute la série. Donc c'est vraiment un jeu que je conseille à tous les fans de jeux de voiture en général, de rallye, de simulation. Et ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que tout de suite, il y a une bonne prise en main. On peut tout de suite, un novice pourra tout de suite on fait rouler. une petite partie ce soir. Moi, je sens on a le temps là. Et on peut faire des réglages de bagnole et tout? Oui. Classe. Et tu joues avec nous? Ouais. Ok, donc on fait une partie. Moi, je propose une partie en réseau. Je suis. Celui qui gagne invite les autres à bouffer. Sans problème. Ok. Après la publicité, on se retrouve pour savoir ce qu'est un SPIM avec un petit livre et puis des sites décalés. À tout de suite.
voudrais venir habiter en Belgique, je suis polonaise, est-ce que tu m'accueilles chez toi? On est de retour et Dominique nous a rejoint pour nous parler des SPIM. C'est quoi un SPIM? Eh bien, T'es sûr que c'est pas les spams? Ah mais non. Bien sûr, le spam est un sujet qui intéresse tout le monde, évidemment. Je suppose que vous savez que maintenant, un courrier sur deux, un courriel est considéré comme un pourriel, un spam. Et voilà qu'au moment où on trouve des outils qui pourraient nous aider, ou des outils législatifs qui pourraient nous aider à lutter contre le spam, arrive le SPIM. Mais qu'est-ce que le SPIM? Eh bien, le SPIM, c'est le spam sur l'instant messaging. Ah, c'est des trucs quand on arrive sur MSN où il y a une fenêtre qui s'ouvre et les gens demandent à être dans ta liste d'amis puis ils mettent un message dedans. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Évidemment, ça fonctionne suivant les messageries comme Messenger de MSN, bien sûr. Mais d'abord, je te signale aussi qu'il n'y a plus de pop-up chez MSN. Ils ont été les premiers à les supprimer en Belgique, ce qui me paraît être une bonne idée. Mais les pop-up, c'est sur le site de MSN. C'est ça. Mais dans le Messenger proprement dit, quand tu te connectes, tu reçois des petits logbox d'alerte qui te disent un tel veut te mettre dans sa liste d'amis, accepter, refuser. Le SPIM, c'est quand tu es en train de discuter avec tes copains sur la messagerie instantanée, sur ICQ ou sur Messenger d'ailleurs, et qu'arrive un message tout à fait inopportun. Publicitaire du style Célia, j'ai 20 ans, je voudrais venir habiter en Belgique, je suis polonaise, est-ce que tu m'accueilles chez toi? Alors le SPIM... C'est joli. D'abord, on me pose la question. La première chose que tu demandes, c'est est-ce que tu es bien roulé? Non, mais attends, ça c'est assez sympa, mais ce qui est arrivé aux États-Unis et qui a déclenché ce mot Le gars est en SPIM, train de parler avec sa mère. c'est l'affaire qui s'appelait Osama Found, c'est la fameuse affaire Osama Found. C'est via la messagerie instantanée qu'a été annoncé le fait que Bin Laden aurait été retrouvé. Et c'était fait par des gens qui voulaient faire un gag, mais ça a aussi montré comment la messagerie instantanée est complètement vulnérable à toute attaque, puisque les 3/4 de tous les utilisateurs de messagerie instantanée aux États-Unis ont été touchés par ce phénomène. Ah oui, ils ont cru. Donc c'est en fait des hackers qui exploitent une faiblesse des architectures de messagerie instantanée pour envoyer des messages pendant ta conversation. On a bien peur que ce ne soit pas des hackers, mais des marketeurs en fait. Puisque les lois sur le spam vont tomber, que les réticences sont de plus en plus grandes chez l'utilisateur, ils se disent qu'on va utiliser autre chose. Et pour l'instant, on estime qu'il y a eu, les études estiment qu'il y avait 400 ou 500 millions seulement de SPIM l'année dernière, mais pour 2004, on parle déjà d'1,4 milliard. Le gros danger, c'est pas nécessairement pour nous particuliers, mais c'est pour les entreprises, puisque la messagerie instantanée, qui est gratuite, son gros essor, ce serait dans l'entreprise, où on s'en sert comme outil. Et là, oui, évidemment, parce que ça permet justement de diminuer le nombre de mails échangés pour des trucs genre viens me rejoindre dans mon bureau, tu utilises l'Instant. Et évidemment, si la messagerie instantanée dans l'entreprise est vulnérable à des attaques de l'extérieur ou à des SPIM, évidemment, ça fout tout le système en l'air. Maintenant, on a trouvé plus ou moins des solutions contre le spam. Est-ce que pour le SPIM, ça avance? Oui, alors il y a des solutions. Si on va dans Messenger, par exemple, il faut qu'on sélectionne dans les outils l'option qui permet de bloquer les contacts de gens qu'on ne connaît pas. Il semble, on m'a dit chez MSN, on m'a dit qu'on conseille tout le temps aux internautes de bloquer l'arrivée de mails ou de correspondants non sollicités. Quant à moi, j'ai été voir l'onglet, évidemment, il était ouvert, donc tu vois, c'est pas évident. Mais ils font tout aussi chez MSN, m'ont-ils dit, pour repérer les gens qui éventuellement seraient envoyeurs de SPIM et pour les killer avant qu'ils n'arrivent chez nous. Espérons que ce soit vrai, en tout cas. Parce et puis là, on peut quand même se dire qu'il y a plus de contrôle technologique possible que le protocole du mail proprement dit qui permet le spam. Là, dans le SPIM, finalement, c'est à MSN de bien faire son boulot pour bloquer ces emplois et les grands constructeurs de systèmes de messagerie ont déjà mis des filtres en place, mais on connaît l'intelligence des hackers, l'intelligence des marketeurs online. S'il y a un petit trou dans le fil, ils vont le trouver. Donc il faudrait qu'on prévienne un peu nos téléspectateurs de faire gaffe lorsqu'ils trouvent un spimmer, de le repérer, quoi. Gare au spim, ça certainement, et au spimmer. Gare au spim, et maintenant je sais qu'un spim, ce n'est pas un biscuit avec une partie en chocolat. Avec de l'orange dedans. Voilà, c'est ça. Je croyais que c'est ça, C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, je suis déçu. Une belle épée, une grosse massue, j'avance, je tue du monstre, et je rentre dans l'arbre. Après les spims, voici spam et spoom. Elle était facile, il fallait que je la fasse. Tu vas encore te prendre une claque, toi. Avec 2 jeux de hack and slash. Mais avant de les présenter, c'est quoi le hack and slash? Rappelons-le. Le hack and slash, c'est un côté très barbare, donc c'est j'ai mon personnage vu d'en haut, généralement, une belle épée, une grosse massue, j'avance, je tue du monstre, et je rentre dans l'art. Donc c'est pas vraiment de prime abord de la poésie ou un jeu en finesse. Voilà, mais ça fait le bonheur de beaucoup de gens. Donc ici, 2 hack and slash. Le premier, c'est Fallout Brotherhood of Steel, qui est un jeu qui débarque sur PlayStation 2, Xbox, c'est disponible. On l'avait bien connu sur PC à l'époque. Oui, parce que quand on dit Fallout, il y a pas mal de joueurs PC qui s'illuminent, parce qu'il y a 7 ans, c'était un RPG inspiré d'un jeu de plateau
avec un univers complètement décalé, extrêmement riche. L'univers de Fallout, c'est post-apocalyptique. Voilà, exactement. C'est un truc très glauque, très. Il y a un côté sexe aussi. Hein. Oui, je vois des poitrines abondantes. C'est assez vulgaire, un peu à tout niveau, dans les dialogues, dans les commentaires, mais c'est extrêmement riche et cynique pour peu qu'on ait un peu de recul, quoi. Voilà. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui fait le bonheur de ce hack and slash, parce que des hack and slash, il y en a eu plein. C'est généralement dans l'univers médiéval, fantastique et tout ce genre de choses, heroic fantasy. Donc ici, un autre univers, une autre ambiance, un scénario très riche. Et ce hack and slash reprend quand même néanmoins des éléments RPG qui font que nous on aime ça parce que monter son petit personnage, lui acheter un nouveau casque, une belle grande épée, tout ça, le faire évoluer, ça fait partie du bonheur, ça fait partie du sport répétitif qu'existe le hack and slash. Donc ici, même si on a eu plein avant, on en a présenté pas mal sur console ces temps-ci, c'est encore le même moteur que tous les autres, que les Baldur's Gate Dark Alliance, mais celui-ci fait en tout cas la différence pour moi. C'est qui l'a fait celui-là ? Celui-là, c'est Interplay, c'est encore les mythiques développeurs qui ont remis ça au goût du jour dans une autre version du fameux univers de Fallout. Mais il y a un deuxième jeu, mon petit Yves. Oui, Sacred qui voit le jour sur PC et qui va bientôt sortir. Donc c'est un jeu qui est un hack and slash aussi, mais un peu plus RPG, je veux dire un peu plus traditionnel. Et là, on retrouve le monde un peu médiéval. Oui, là c'est plutôt Heroic Fantasy en plat. Donc ça s'inspire très très fort d'un jeu célèbre qu'on a bien connu qui s'appelait Diablo et Diablo 2. Donc c'est vraiment exactement... Succès mondial. Oui, c'est succès mondial, quoi. Donc, exactement le même principe. Donc une vue en 2D avec un personnage en 3D plus ou moins isométrique comme ça. Ah, puis là, avec ça hack et ça slash. Ouais, voilà, ça hack et ça slash, comme tu peux le voir. Beaucoup de combats. Avec ici quelques nouveautés par rapport à ce que Diablo avait déjà apporté à son époque. Ici, par exemple, tu as une monture, tu peux voir, il y a un cheval avec toi. Parce que l'univers est vraiment immense, très très grand, très vaste à parcourir. Il y a une grande sensation de liberté, tu passes pas d'un niveau à l'autre comme ça, vraiment. Tu peux vraiment parcourir tout un immense univers. Mais là, je vois que quand il bastonne, il y a du sang, il n'y a pas eu des problèmes, il n'y a pas eu de censure Non, pas à ma connaissance, oui, c'est tout à fait réglementé. Mais dans le jeu précédent, il y a eu de la censure. Oui, enfin, c'est pas accessible aux moins de 16 ans. En tout cas. Ici, en tout cas, c'est quand même assez gentil, c'est pas aussi trash qu'un peu l'être Fallout, quoi. Alors, donc, grosse nouveauté, la monture. Et deuxième grosse nouveauté, c'est par exemple la possibilité de faire des combos au niveau de ses pouvoirs magiques. Donc, ici, tu peux aller trouver un sorcier dans les villages. Et quand dans tes quêtes, tu trouves des parchemins qui donnent des pouvoirs, comme c'était d'habitude. Mais ici, tu peux mélanger tes pouvoirs pour créer des pouvoirs des super pouvoirs. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il vaut mieux avoir des super pouvoirs pour pouvoir affronter les monstres énormes. Il y a des dragons, des ogres géants, enfin, c'est classique Heroic Fantasy. Mais c'est vraiment du très 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 beau travail, quoi. C'est très très fin au niveau des décors. Moi, j'ai vraiment apprécié énormément. Oui. Est-ce que l'ambiance marche au niveau scénaristique? Est-ce qu'on rentre dans le trip? Oui, moi je suis quand même assez bien. Enfin bon, allez, honnêtement, l'histoire, c'est comme d'habitude, c'est bateau, quoi, sorcier avec un monstre. Une nouvelle montée. Ouais, et puis voilà. Donc honnêtement, bon, l'histoire est certainement très bien, mais c'est du hack and slash quand même, quoi. Donc, et la réalisation la réalisation, super, pas de problème, impeccable. Donc, le premier jeu, t'as aimé? C'est un truc sympa. Exactement, oui. Hein, un peu vulgus, mais sympa. Ouais. Et celui-ci? Terrible aussi, vraiment bien. Bon, moi, je le conseille sans problème à tous les amateurs, quoi. De bons jeux. Vous avez été fan de Diablo 2, il faut prendre celui-là absolument, parce que Diablo 3, on n'en entend pas encore parler. Donc, Voilà, deux bons jeux, hack and slashé, à qui les rigots, à qui mieux. Plex.net est un portfolio, donc c'est simplement un présentoir de leur création. Dans une ambiance festive, Sylvie viens nous parler de son Plex. Un merveilleux site avec des animations hors du commun. Est-ce que vidéo, carrément vidéo. Est-ce que son plexus solaire, il solaire, tout autant que le site. Donc il s'agit d'un collectif parisien. Oui. Qui regroupe des web designers, des musiciens, des graphistes 3D, des qui se sont mis en une petite dizaine de personnes, qui se sont rassemblés et qui ont fait de petites merveilles. Alors leur site plex.net est un portfolio, donc c'est simplement un présentoir de leur création. On en trouve une petite dizaine sur le site. Ce sont des films, donc ce sont de vrais films, comme tu dis, ce sont des vidéastes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des images, mettre en scène de vrais acteurs et les intégrer dans la 3D. Donc on va détourner des images tout à fait réelles. Alors, ces films... Non, c'est surtout en termes d'effets spéciaux, c'est d'une virtuosité extrême. Et c'est à lire en Real One Player et à voir en streaming. Donc on ne peut pas le télécharger sur son disque dur. On t'envoie les informations pour pouvoir le lire. C'est pour les voir en string. Non, on va pas la faire à chaque émission. C'est dommage. J'aime bien ça.
Non, en tout cas, c'est graphiquement absolument incroyable. J'aimerais qu'on en voit un. Si on pouvait regarder un. On peut regarder. Ah, allez, oui, d'accord. Allez, on s'en regarde un. Vous avez été sage pour Pâques, ça va. Merci. Donc toutes les interséquences qu'on a vues dans l'émission proviennent de chez eux. Du site de Plex. Comme le petit film qu'on vient de voir. Et Plex qui d'ailleurs fait des clips vidéo pour Plaid. Plaid, qui est un groupe. Et alors, la musique de E-Baby qu'on vient de voir a Ouais. été faite par Blep, qui est un collectif cousin de Plex. Ce sont des musiciens, ils se connaissent. Tiens, toi tu fais des vidéos, oh, moi je fais de la musique Ah oui, genre, d'enfer. ah, ça va. On va travailler Bien, on fait de la ensemble. musique. Ouais, ouais. Je fais des clips. Et ils super. font Salut, moi je suis plutôt de Plex, lui, moi je suis de Blep. Et alors ils font plutôt de la musique pour des groupes alternatifs, on va dire, comme Plaid ou Kitty 106. D'ailleurs, ils ont fait le clip de Sometimes, et là ça vaut aussi le clic de souris. Bon, il faut dire que Plex, le collectif de vidéastes, et Blep, le collectif de musiciens, Ouais. détestent Plouk, qui est une autre histoire de la télévision, voilà. Oui, voilà. Mais en tout cas, on peut dire que si ça leur sert de portfolio ce site, ils vont pas tarder à avoir vraiment plein de boulot. Hein. On va peut-être quand même regarder le clip de Sometimes. On va peut-être regarder ça. Oh, oui. Allez, on le regarde. Donc là, on peut dire, avec de si belles réalisations, ils vont vers le succès. Ouais. Ils vont certainement faire de la Aussi pub. bien que des super, grosses hein. boîtes d'électroménager, ça y est, sont venues les chercher pour réaliser des films vidéo. Parce que quand on arrive à rendre même des notices d'explication sexy, par exemple comme dans un film qu'ils ont fait comme Beauty Kit, évidemment, ça intéresse les grandes boîtes. C'est clair. On s'en regarde encore un petit. Hein, Allez, un dernier pour la route. Pour Pleasure.
site spécialisé sur la rencontre par Internet. Renaud, si tu es là, c'est parce qu'un petit livre est sorti. Un petit livre, oui, Bavardage dans les salons du net, qui nous retrace l'histoire des différents types de chat. Et donc, Hugues Drelans, qui a écrit cet ouvrage, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bien le bonjour. Bonjour. Alors Hugues, pourquoi cet ouvrage sur le chat? Je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un intérêt sans doute à parler du chat et d'essayer d'apporter une analyse un petit peu sociologique plutôt qu'un guide d'utilisation. Donc, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait finalement pratiquement rien qui était écrit sur la question. C'est un des premiers ouvrages qui traite du chat. Spécifiquement, oui. En tout cas, à ma connaissance. Et toi-même, tu es un utilisateur moi-même, pour faire cette enquête, j'ai fait énormément d'observations et j'ai participé à de nombreux chats. Donc, tu es allé sur le terrain. J'ai une connaissance, oui, sur le terrain, sur le cyber-terrain, on peut dire. Quelles sont les grandes différences entre le chat et MSN et l'IRC? Donc, en gros, moi, je distingue deux grandes catégories de chats. Les messageries instantanées, donc type IRC, ICQ, ICQ, MSN, sur lesquelles on se connecte et on rejoint alors les personnes que l'on connaît déjà qui sont connectées en même temps. Ah oui, donc, un petit programme signale notre présence sur Internet, tandis que les web chats et IRC sont des chats qui permettent de se connecter dans un salon ouvert à tout le monde, effectivement. Et donc là, on discute avec des personnes qu'on ne connaît pas, a priori, je dirais. Et donc ce sont des moyens de rencontre aussi. Quelles sont un peu les conclusions que tu es parvenu à élaborer? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de chatteurs? Effectivement, moi j'en ai distingué 4. Parce que souvent, on caricature un petit peu le chat et on dit, c'est ça, ou c'est ça, c'est noir, c'est blanc. Non, en fait, il y a beaucoup de nuances, il y a différents types de motivations recherchés par les utilisateurs pour chatter. Par exemple. Et donc, par exemple, il y a ceux qui vont sur le chat pour manipuler leurs identités. Se faire passer, par exemple, pour une fille lorsqu'on a un garçon. En fait, c'est Brice. Ça peut être une façon de faire. Une autre logique d'utilisation, c'est celle qui consiste à essayer de s'intégrer à un groupe de chatteurs et de rechercher un certain statut, une certaine reconnaissance au sein de ce groupe. Une troisième logique est celle qui consiste simplement à fréquenter le chat parce que c'est un lieu de sociabilité, c'est ludique, on y va pour discuter, déconner. C'est le nouveau café du commerce. Le café du commerce, c'est ça. Une quatrième raison, c'est la rencontre, véritablement, où on cherche à rencontrer en direct, en live, on va dire, au-delà du chat. Ah oui. Donc se donner carrément rendez-vous pour rencontrer réellement la personne. Quelqu'un, oui. Pour flirter ou pour trouver l'âme sœur. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent réellement l'âme sœur Il y en a quand même beaucoup, oui. Je n'ai pas de statistiques précises, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont rencontré. Est-ce qu'on ne voit pas se dessiner maintenant une spécialisation au niveau des chats et aussi au niveau de tout ce qui est ICQ, où finalement ça devient thématique? Effectivement, notamment au niveau de ce qui est la rencontre, il y a énormément de sites spécialisés sur la rencontre par Internet, qui s'instaure comme un nouveau mode de rencontre à part entière, je vais dire, et des milliers d'utilisateurs font quotidiennement des rencontres. Une nouvelle sorte de club de rencontres, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu la grande agence matrimoniale du XXIe siècle, quoi. Raphaël, si on veut savoir à quel groupe de chatteurs on appartient, il ne nous reste plus qu'une chose, à lire cet ouvrage, Bavardage dans les salons du net, d'Hugues Drelans. Bientôt sur MSN? Peut-être bien. Merci. Nous, on va se faire un chat pour parler de ton livre maintenant. On va faire un forum. Tout le monde rêve d'avoir un poulet chez soi. Bien sûr. Et un poulet qui... Un poulet obéissant. Voilà. On approche de la fin de l'émission, qui dit approchage de la fin de l'émission, dit décalé et déchanté, avec Olivier qui est venu habillé d'un t-shirt qui m'intrigue, où on parle de Archie, le petit excrément. C'était donc ça l'odeur. Qui est-ce donc? Eh bien, Archie, le petit excrément, est un personnage fantastique qui nous vient de l'espace interstellaire, et il vient avec toutes sortes de copains, Poupie la vache, enfin, ce sont des personnages issus
issu en fait d'un court-métrage qui a été présenté il y a quelques années à un festival très connu, où on était d'ailleurs. Donc, bon, ce sont des potes qui sont en pleine production de leur prochain long-métrage, et donc je voulais leur faire un petit coucou. Il y a un petit paix. Achille, le petit excrément, qu'on peut retrouver sur le site internet. Exactement. Dont l'adresse est sur le site de cybercafé.tv. Exactement. Mais ça n'est pas tout, car j'ai entendu des cris de poulet tout à l'heure. Et oui, tout le monde rêve d'avoir un poulet chez soi. Bien sûr. Hein, et un poulet qui... Un poulet obéissant. Voilà. Un poulet sous-fifre, un poulet dressé. Esclave. Un poulet esclave, et tu pourrais lui donner un ordre passif. Assieds-toi dans ce siège, ou fais la danse du chicken, ou fais un chicken run. Pray God, j'ai essayé Pray God, ça marche bien. Pray God. Et alors en fait, oui, c'est en fait une animation flash assez balèze, avec une interaction de base de données qui reconnaît les mots-clés. Comment ils ont fait pour faire ce truc-là? À mon avis, ils ont filmé toutes sortes de séquences, et puis ils ont enregistré toutes sortes de mots anglais. Voilà. Ils ont dit, si jamais tu trouves ce mot-là dans la sur phrase, tel mot, hop, fais ça. tu joues, Voilà. tu joues ça. Alors tu peux essayer, on peut essayer de faire certains messages. Par exemple, essaye Watch TV. Tu l'as essayé celui-là? J'ai pas essayé Watch TV, j'ai Watch essayé TV. Éteins la lumière, donc shut ça, j'ai lights pas down, essayé. et c'est vraiment impressionnant. Allez, Watch TV, alors il écrit Contacting Chicken, et en fait il charge en réalité une séquence vidéo, et il commence à la jouer. Et il fait ce que tu lui demandes. Il allume la télé. Voilà. Alors moi j'ai essayé les Pray God, et il se met à genoux, il commence à prier. Ou alors tu lui poses une question qu'il comprend pas, et il fait je ne sais pas, il bouge les bras comme ça. Donc c'est un personnage super connu, et en fait quand tu creuses un petit peu, tu découvres un temple de l'hamburger. C'est Burger King en fait qui lance. Ouais, derrière c'est Burger King qui est derrière. C'est une pub, mais par contre très bien. Et puis il faut dire une chose, c'est bien foutu. Puis quand même les Burger King sont quand même pas dégueux du tout. Hein. Voilà, puis comme ils sont pas en vente en Belgique, ça ne fait pas de pub. Non, voilà. Alors ensuite, eh bien tournons-nous vers Dieu. Bon, on a déjà fait quelques petites sélections insolites. Et nous en tant que graphistes, programmeurs, nous avons tous besoin de nos seins. En fait. Dans les deadlines très courts, on a tendance à croire en Dieu. Voilà, on n'a plus... Il faut prier un Dieu, mais on se demandait lequel. Eh bien voilà, une graphiste qui a eu une super idée, de créer des seins pour chacun, si tu veux, des métiers. Et moi, je me suis tourné vers Sainte Pixella, qui me paraissait super sympa. Et en plus, il y avait un contexte, en fait. On peut voir... Voilà, j'aime bien Saint Concepta avec un Rubik's Cube sur son genou. Ou Saint Pixella avec... Saint Pixella. Alors tu sais, Olivier, juste petite information contextuelle, que Saint Pixel a vraiment existé. Et que le mot pixel vient de Saint Pixel. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Et c'est un ingénieur français breton en fait qui habitait aux États-Unis, qui travaillait pour IBM et qui avait décidé de nommer le petit point sur l'écran lorsqu'ils ont conçu les premiers écrans d'ordinateur, et qu'il a appelé Pixel à cause de Saint Pixel. Donc là, finalement, c'est la boucle est bouclée, puisqu'en faisant une parodie, elle invente une Saint Pixella, alors que le Pixel vient de Saint Pixel. Eh bien voilà, incroyable. C'est un moine en lumineux. Voilà. Ben, c'est une séquence décalée, mais en plus, on y apprend plein de trucs. Instructive. Et en parlant d'instruction sportive, que savez-vous faire de vos petits doigts? Écoute, moi, je suis très maladroit. Raphaël le met vachement bien dans son nez. Je crois que c'est le moment. Moi, je pensais que... mais bravo, on l'a fait. Eh bien, je ne sais pas si tu t'es déjà tenté dans la rue sur une planche skateboard. On se casse vite la gueule, hein. Oui, moi je suis nul là-dedans. Par contre, tu sais faire la danse des petits pains. La danse des petits pains. Charlot fait ça très bien. Oui, c'est nettement plus facile, nettement moins compliqué. Et là, en fait... Non, c'est Charlot qui fait la danse des petits pains avec 2 fourchettes et 2 petits pains. Mais oui. Je crois. Non, je suis d'accord. C'est Charlot? Ok. Bon, ça a été peut-être repris. Bon, mais il y a des mecs qui font mieux. Ils font du fingerboarder, tu vois. Donc, ils se sont munis de ces petites planches réduites, en fait des planches de skate, tout simplement. Et puis ils ont commencé à faire des figures. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent aussi bien à le faire. Ce sont toutes des séquences en QuickTime, et tu peux voir un peu le phénomène. C'est vraiment. Venons de voir un slide. Un kickflip. Alors, on pourrait croire qu'ils ont collé, tellement c'est incroyable, tellement ils font ça bien, on a l'impression qu'ils ont collé le skate à leurs doigts, ou alors ils font des loops, ils envoient la planche en l'air, ils la récupèrent, c'est vraiment un phénomène. Je pense que c'est moins risqué, donc on va pouvoir s'y mettre, Brice, c'est un peu sans problème. Le Tony Hawk des doigts, le mec qu'on vient de voir. Et puis en plus mes doigts ont peu grossi ces derniers temps, et il faudrait que je me muscle un peu d'exercice. Un dernier petit site. Eh bien oui, nettement plus cul, puisque on termine ça bien. Je dis toujours en ayant ses doigts bien échauffés. Vous avez déjà tenté de faire un peu des films de
cul, tout simplement avec les doigts. Avec les doigts. Avec les doigts. Bah, disons des films de doigts, quoi. Bah, des films de doigts, ouais, mais je veux dire, si tu prends par exemple ta main et tu lui donnes quelques petites. Ah ouais. En faisant un gros plan là-dedans, regarde ce que tu peux voir. Et voilà. C'est Benoît Poulvord qui nous a montré l'exemple en fait. Comment dans Monsieur Manhattan. Monsieur Manhattan, Voilà. très bien. Ils commencent à faire un film de cul et là il y a un site qui t'explique en fait la méthode de faire un petit site de